rue idéale de demain, c'est une rue qui répond aux besoins de chacun et chacune. C'est une rue où il y a de la stimulation sociale. On sait que l'humain est un animal social, on a besoin des autres pour survivre, donc des rez-de-chaussée actifs, des cheminements aussi qui encouragent la marchabilité. C'est des rues végétalisées qui nous offrent une connexion à la nature. Ce sont aussi des rues qui nous préservent un petit peu nos sens finalement et qui sont souvent des rues ralenties en termes de trafic. Le trafic de la voiture, c'est lié à des pollutions sensorielles, donc une rue où le trafic serait apaisé. Finalement, une rue qui offre différents espaces pour différentes personnes. C'est une rue qui reconnaît à la nature une place en tant qu'acteur individualisé, c'est-à-dire une nature qui a ses propres besoins. La rue idéale doit aussi trouver des espaces d'expansion, j'ai envie de dire en termes d'usage, sur certains rez-de-chaussée, certains bâtiments. Il faut réfléchir la rue pas uniquement dans son couloir, mais aussi l'imaginer avec des prolongements qui peuvent trouver une place dans certains bâtiments. On sait que la part de la population urbaine, depuis une dizaine d'années, a dépassé celle de la population rurale et qu'en 2050, je crois que 70% de la population vivra en ville. En parallèle, on a une injonction due à la crise climatique d'arrêter l'étalement urbain, de limiter l'imperméabilisation des sols. Donc je dirais qu'il faut vraiment mettre toutes nos ressources pour penser comment on va aller à l'économie des sols, la préservation des terres agricoles qui est centrale vis-à-vis de la crise climatique, et comment on peut justement arriver à densifier le tissu urbain et penser à une approche qui respecte les humains et l'environnement. On est aussi face à une dégradation environnementale, notamment sur le sujet de la biodiversité, avec des espèces qui sont en train de disparaître. Cette disparition, cet effondrement de la biodiversité finira par avoir des conséquences extrêmement graves, y compris pour nous. Je donne un simple exemple, la canicule de 2003, c'est pas loin de 10 000 morts. À chaque épisode caniculaire, il y a un impact sanitaire énorme. Nous devons anticiper cette mutation climatique et nous préparer à ce qui va nous attendre. On est tous très sensibles à la lumière naturelle, on est tous très sensibles à la vue de la végétation, on est tous très sensibles à la pollution liée au trafic routier. Donc il y a des grands principes qui se retrouvent d'un individu à un autre et on peut s'appuyer sur ces grands principes pour penser autrement la ville, à la fois son architecture, à la fois son urbanisme. L'expérience sensorielle qu'on peut avoir de notre environnement, il va agir sur notre façon de naviguer en ville, d'interagir avec les autres, d'interagir avec notre environnement. Et c'est une dimension en fait de l'expérience urbaine qui est souvent peu considérée. On a mené un projet récemment sur des personnes malentendantes, malvoyantes et atteintes de troubles du spectre autistique. Ce qu'on observe, c'est que même si on interroge des gens très différents, on peut aussi avoir des recommandations qui sont unifiées, par exemple sur le partage de la voirie, sur la place de la voiture, etc. C'est que la nature elle a un impact fondamental sur la santé mentale, la santé sociale, la santé physique, que les gens qui grandissent dans des environnements verts, mais vraiment verts, ont un risque réduit de développer des pathologies psychiatriques. Donc comment on réintroduit cette nature dans la ville? Et finalement, il y aurait aussi tout un tas d'autres voies qui seraient privilégier la marche, réduire la place de la voiture. On sait que l'expérience sensorielle du trafic à la fois nous empêche de dormir la nuit, à la fois ralentit le développement du cerveau des enfants. Si je rebondis sur effectivement la notion de santé que vous avez évoquée, effectivement, ça me fait penser au concept de santé environnementale qui est je crois, défini par l'OMS et qui est effectivement un écho au travail que l'on mène à Grand Paris Grand Est, puisque on conduit un exercice d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, et puis on a réalisé notre projet d'aménagement et de développement durable, dans lequel on retrouve les principes d'anticipation environnementale, le concept d'urbanisme d'anticipation environnementale et de dissociation, et a été construit à partir, en réponse aux deux enjeux que j'ai indiqué au début de notre entretien. L'enjeu de mutation climatique, auquel répond la notion d'anticipation environnementale, je vais y revenir, l'enjeu effondrement de la biodiversité, auquel répond la notion de dissociation environnementale.
C'est quoi une programmation d'anticipation environnementale? Évidemment, c'est une programmation sur laquelle la mobilité est questionnée, peut-être plus de mobilité partagée en 2050. Le sujet des déchets est un sujet majeur, il est relié à la question du recyclage, la question de l'économie circulaire, etc. Le compost, ce n'est pas uniquement fait pour de l'agriculture. On peut très bien l'utiliser pour restaurer des sols, renaturer. On va retrouver aussi dans ce principe la possibilité de donner des espaces d'agriculture, des espaces de jardinage à tout le monde. Pour la dissociation, qui va répondre à la question de l'effondrement de la biodiversité, là c'est un acte assez radical en réalité, qui est de dire finalement, en réalité la nature se porte bien quand on ne la dérange pas trop. Là l'idée c'est de le généraliser à une conception d'ensemble. Ça reprend l'idée d'un urbanisme sur pilotis, et sur lequel les sols sont d'un seul tenant, jouent leur rôle vis-à-vis de l'eau, peuvent être le réceptacle de ce fameux compost dont je parlais tout à l'heure, peut être planté avec y compris des végétaux protecteurs vis-à-vis du rayonnement solaire, donc du réchauffement climatique. La réponse à cette question de l'acceptabilité, à la fois des communs, mais à la fois des nouveaux projets immobiliers, urbains, c'est d'intégrer les futurs destinataires dans la conception. Moi, je suis convaincue que quand on fait la ville en respectant la planète, on fait la ville en respectant l'humain. On pourrait travailler vraiment avec les gens qui s'occupent de ce versant environnemental parce qu'il y a tellement de recoupements qu'il faut créer des synergies pour faciliter à la fois les projets qui vont prendre soin de la planète et prendre soin des humains. Effectivement, le principe de la dissociation repose sur l'idée que les sols vont avoir une gestion d'ordre public ou partagé. Les sols comme un bien commun. Ça pose la question juridique. Est-ce que ces sols sont du domaine public ? Est-ce que ces sols peuvent avoir une gestion partagée entre un pouvoir public, gestionnaire pour partie, et puis une participation citoyenne avec un équilibre entre les deux. L'un des obstacles est de trouver une solution juridique, une solution administrative, mais aussi donc une solution financière, parce qu'il faut savoir comment on va financer cette gestion et s'assurer qu'elle poursuit les objectifs que l'on cherche. J'ai vraiment la conviction que c'est des choses qu'il faut travailler ensemble et qu'en les travaillant ensemble, on facilitera d'une part peut-être l'acceptation de ces changements de vision fortes et évidemment qu'on se préparera mieux à cette mutation climatique dont vous parlez.